Witam, sur le double K, et merci d'être là. Sur cette chaîne, nous allons tenter de comprendre la Pologne, loin des idées toutes faites et au plus près de son âme. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous représenter une cicatrice qui traverse l'Europe. Ce n'est pas une simple frontière, non. C'est une fracture historique, une méfiance quasi existentielle qui sépare deux voisins, deux géants slaves, la Pologne et la Russie. Entre eux, une animosité tenace qui a survécu au roi, au tsar, au commissaire du peuple et qui, aujourd'hui, est plus brûlante que jamais. Mais pourquoi? D'où vient cette relation si conflictuelle que beaucoup qualifient de haine? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Restez avec moi, car on va plonger au cœur d'une histoire commune faite de domination, de trahison et d'une soif de liberté inextinguible. Une histoire où, pour la Pologne, la Russie a presque toujours joué le rôle de l'oppresseur. Ce n'est pas une simple querelle de voisinage, c'est le récit d'une lutte pour la survie même d'une nation. Alors, pour comprendre, il faut d'abord faire un saut dans le temps et pas un petit saut. Revenons au XVIe et au XVIIe siècle. La carte de l'Europe est alors bien différente. D'un côté, on a la République des deux nations, l'Union Pologne-Lituanie. C'est une puissance immense, multiethnique, et une sorte d'anomalie politique, une monarchie élective. La noblesse élit son roi. Ce modèle, la liberté dorée, est une fierté polonaise, mais aussi, vous allez le voir, une source de faiblesse. À l'Est, une autre puissance slave émerge, construite sur un modèle radicalement opposé, la Moscovie, qui deviendra la Russie impériale. Ici, c'est un État centralisé, autocratique, où le pouvoir du tsar est absolu. Dès le départ, le choc est inévitable. Ce n'est pas seulement une lutte pour des territoires comme l'Ukraine ou la Biélorussie, c'est un véritable choc de civilisation. La Pologne est catholique, tournée vers Rome et l'Occident. La Russie est orthodoxe, héritière de Byzance, se voyant comme la troisième Rome. Cette fracture religieuse et culturelle va creuser un fossé qui ne se comblera jamais vraiment. Le XVIIe siècle, c'est l'époque des guerres brutales. Pour la mémoire russe, un épisode reste une humiliation profonde, le temps des troubles. Les Polonais profitent du chaos à Moscou pour occuper le Kremlin pendant 2 ans, de 1610 à 1612. Mais la roue de l'histoire tourne vite. Quelques décennies plus tard, la Russie prend sa revanche lors du déluge, une invasion dévastatrice de la Pologne. En fait, ces guerres instaurent un cycle de violence et de vengeance qui va s'inscrire dans la conscience collective des deux peuples. À la fin du XVIIIe siècle, le destin polonais bascule, tandis que la Russie de Catherine la Grande se modernise et s'étend. La République polonaise est paralysée. Le fameux liberum veto, ce droit d'un seul noble de bloquer n'importe quelle décision, a transformé la politique en anarchie. La Pologne, autrefois puissante, est devenue faible, une proie. Ses voisins, la Russie, la Prusse et l'Autriche, y voient une énorme occasion. Pourquoi se battre pour contrôler une Pologne faible quand on peut simplement se la partager? C'est le début des partages de la Pologne, un acte sans précédent, la suppression pure et simple d'un grand État européen. En 1772, le premier partage ampute la Pologne d'un tiers de son territoire. Le choc est évidemment terrible, mais il provoque un sursaut. L'élite polonaise lance des réformes et rédige la constitution du 3 mai 1791, qui est d'ailleurs la première en Europe. Elle vise à sauver le pays en le modernisant. Mais cette renaissance est exactement ce que la Russie ne peut pas tolérer. Catherine la Grande y voit une contagion révolutionnaire à ses portes. Sous prétexte de défendre les libertés de la noblesse conservatrice, l'armée russe envahit le pays en 1792. La défaite mène au deuxième partage en 1793. La Pologne n'est plus qu'un petit État sous contrôle russe. L'ultime résistance est l'insurrection de 1794 menée par Tadeusz Kościuszko. Malgré son courage, le soulèvement est une nouvelle fois écrasé. La réponse se veut une fois de plus radicale. En 1795, le troisième partage raye définitivement la Pologne de la carte. Elle n'existe plus.
Pendant 123 ans, les Polonais vivent sous la botte du tsar. C'est une période de russification forcée, la langue polonaise bannie, religion catholique persécutée. Mais la nation refuse de mourir. Elle survit dans la clandestinité, dans la foi, dans la mémoire. De grandes insurrections, en 1830 et 1863, sont noyées dans le sang, suivies de déportations massives en Sibérie. Cette longue nuit de 123 ans forge une conviction au cœur de l'âme polonaise. L'indépendance est le bien le plus précieux et la Russie en est l'ennemi mortel. Maintenant, on va parler d'un moment où tout semble possible, avant que le cauchemar ne recommence. La Première Guerre mondiale s'achève, les empires s'effondrent, et par miracle, la Pologne renaît en 1918. Mais à l'Est, un nouveau pouvoir a émergé, la Russie bolchevique de Lénine. Pour lui, la Pologne n'est qu'un pont pour exporter la révolution en Europe. La guerre polono-soviétique éclate en 1919. En 1920, l'armée rouge est aux portes de Varsovie. Le sort de l'Europe semble scellé. C'est alors que se produit le miracle de la Vistule. Dans une manœuvre audacieuse, le maréchal Pilsudski lance une contre-offensive qui déroute l'armée soviétique. Cette victoire sauve l'indépendance polonaise et stoppe net l'avancée du communisme. C'est une immense fierté nationale. Pour les soviétiques, c'est une humiliation qui ne sera jamais oubliée. La Pologne connaît alors 20 ans d'indépendance précaire, prise en étau entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique de Staline. Le cauchemar revient le 23 août 1939 avec le pacte Molotov-Ribbentrop, un pacte de non-agression, mais surtout un protocole secret qui organise un quatrième partage de la Pologne. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque à l'ouest. Le 17 septembre, l'URSS attaque à l'est. Un coup de poignard dans le dos, la Pologne est une nouvelle fois écrasée. L'occupation soviétique de l'est du pays est d'une brutalité terrible. Le NKVD, la police de Staline, organise des déportations massives vers les goulags pour décapiter la société polonaise. Le symbole le plus tragique de cette politique est certainement le massacre de Katyn au printemps 1940. Sur ordre de Staline, le NKVD exécute froidement près de 22 000 officiers polonais, un crime de guerre pour priver la nation de ses futures élites. Lorsque les charniers sont découverts, Moscou accuse les nazis. Ce mensonge d'État durera 50 ans, jusqu'en 1990. Pour des générations de Polonais, Katyn est la preuve ultime que la Russie, qu'elle soit tsariste ou soviétique, cherche à anéantir leur nation. En 1945, la guerre est finie. La Pologne devrait être du côté des vainqueurs, mais sa géographie est une véritable malédiction. Libérée du nazisme par l'armée rouge, elle passe d'une tyrannie à une autre. À Yalta, Staline promet des élections libres, mais ce n'est en fait qu'un écran de fumée. La libération devient une nouvelle occupation. Les héros de la résistance non communiste sont traqués par le NKVD. Un régime fantoche est installé par Moscou. La Pologne devient un État satellite du Kremlin, intégré au pacte de Varsovie et au Comecon. Les troupes soviétiques restent, rappel constant de qui a le vrai pouvoir. Mais comme toujours, la nation polonaise refuse de se soumettre. L'Église catholique devient le bastion de l'identité nationale. Et en 1978, un cardinal polonais, Karol Wojtyła, devient le pape Jean-Paul II. Sa première visite, en 1979, électrise un petit peu le pays. Un an plus tard, en 1980, naît Solidarność, qui signifie solidarité, à Gdansk, mené par un certain Lech Wałęsa. C'est d'ailleurs le premier syndicat libre du bloc soviétique qui devient un mouvement de masse de 10 millions de personnes. Une véritable révolution pacifique. Moscou a alors peur. En décembre 1981, craignant une invasion soviétique, le général Jaruzelski impose la loi martiale. Solidarność est interdit, ses leaders emprisonnés. Pour les Polonais, c'est une nouvelle trahison. Un dirigeant polonais agissant pour le compte de Moscou contre sa propre nation. Et même si la loi martiale brise l'élan, elle ne tue pas,
l'esprit de résistance. On arrive à la fin des années 80 et le bloc soviétique se fissure. En 1989, la Pologne est à nouveau pionnière. Des élections semi-libres se transforment en un rejet massif du communisme. C'est le début de la fin de la domination soviétique. L'objectif polonais est alors limpide, s'échapper une fois pour toutes de l'orbite russe. La seule garantie, c'est l'intégration aux structures occidentales, l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne devient une priorité absolue. Ce n'est pas juste un choix politique, c'est un choix de civilisation, un retour à la maison. La Pologne rejoint l'OTAN en 1999 et l'UE en 2004. Pour Varsovie, c'est une forme de police d'assurance. Pour Moscou, c'est une véritable humiliation, une menace. La méfiance se cristallise à nouveau. Mais dans cette nouvelle ère, les fantômes du passé sont un petit peu tenaces. En avril 2010, on a l'avion du président polonais, l'air Kaczynski, qui s'écrase à Smolensk, en Russie. La délégation, en fait, se rendait aux commémorations du 70e anniversaire du massacre de Katyn. L'ironie se veut un petit peu tragique. Bien que les enquêtes officielles concluent à un accident, une grande partie des Polonais, nourris par cette méfiance historique, restent persuadés qu'il s'agit d'un assassinat du Kremlin. Pendant des années, il y en a beaucoup en Occident qui ont trouvé que les Polonais exagéraient, qu'ils étaient paranoïaques avec la Russie. Mais pour Varsovie, les actions de Poutine au XXIe siècle, la guerre en Géorgie en 2008, l'annexation de la Crimée en 2014 et surtout l'invasion de l'Ukraine en 2022 ne sont pas des surprises. C'est la confirmation de tout ce qu'ils craignaient. L'agression d'ailleurs de l'Ukraine a été un véritable électrochoc. La Pologne est devenue le principal allié de Kiev, accueillant des millions de réfugiés et servant de hub logistique pour l'aide militaire. Pour la Pologne, c'est simple, la lutte de l'Ukraine est sa propre lutte. Si Kiev tombe, Varsovie sait quelle est la prochaine sur la liste. Cette menace existentielle a d'ailleurs déclenché une course à l'armement. La Pologne est en passe de consacrer plus de 4% de son PIB à la défense, bien au-delà de l'objectif de 2% de l'OTAN. L'objectif se veut clair, construire l'une des plus puissantes armées de terre d'Europe pour ne plus jamais dépendre uniquement des autres pour sa survie. En fait, la géographie de la Pologne la place au centre de tout. Le corridor de Suwałki, cette étroite bande de terre entre l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie, est vue un petit peu comme le talon d'Achille de l'OTAN. Une attaque ici pourrait isoler les pays baltes. C'est l'un des points les plus dangereux de la planète. Alors, pourquoi cette haine? En fait, ce n'est pas si simple. En fait, c'est une méfiance existentielle forgée par des siècles de domination, par le traumatisme d'un pays effacé de la carte pendant 123 ans et par les cicatrices de 45 ans de joug soviétique. C'est aussi la mémoire du sang des insurrections, le souvenir de la Sibérie, la douleur de Katyn et le ressentiment d'une liberté toujours menacée. Aujourd'hui, cette menace est ravivée par la peur d'une Russie impériale. Pour la Pologne, se méfier de la Russie n'est pas une opinion, c'est un instinct de survie. Son histoire douloureuse lui a enseigné une leçon, la liberté est fragile, et la question qui se pose à nous tous, c'est de savoir si l'histoire est en train de donner raison à la Pologne, est-elle redevenue le rempart de l'Europe? Cette histoire complexe et tragique va soulever évidemment de nombreuses questions. Pose la question, pensez-vous que cette méfiance polonaise est justifiée? Est-ce que cette histoire vous touche aussi? Je vous demande de partager vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Je vous remercie, quoi qu'il en soit, de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, à très bientôt. Do zobaczenia.